Ça fait 640 millions d'années. Non, je plaisante. On ne va pas reprendre tout l'historique. Juste quelques mots pour vous caler un peu la philosophie de cette journée. D'abord, merci d'être là. L'amphi n'est pas encore complètement plein. Il y a 500 inscrits. Et de ce point de vue-là, cette journée est déjà un succès. Quand on a démarré les assises du mutualisme et de la coopération il y a 4 ans avec Jean-Hervé Lorenzi, on a rencontré un assez grand scepticisme en disant d'abord le mutualisme c'est quoi, puis de toute façon on s'en fout, et puis ils ont qu'à se débrouiller dans leur coin. Et objectivement c'était à Bruxelles, on était accueillis par Michel Barnier, et on ne peut pas dire que dans la salle il y avait des milliers et des milliers de personnes. Cette année est la première année où vraiment on a senti un frémissement d'intérêt avec des populations très diverses. Il y a dans la salle des mutualistes, il y a dans la salle des étudiants, puisque le thème c'est la jeunesse, il y a dans la salle aussi les représentants de la société civile, et je voudrais vous remercier d'être là. Je voudrais aussi remercier le conseil scientifique qui s'est réuni sous la tutelle bienveillante de Thierry à finalement de nombreuses reprises pour essayer de trouver des thématiques et des intervenants qui soient mobilisatrices en cette période un peu compliquée. Et l'idée générale a été la suivante. Il existe 2 populations qui sont à la fois très puissants, très porteurs de création de valeur, et en même temps pas forcément sous les feux des médias, et qui mériteraient, 1, de se rapprocher, et 2, de faire un bout de chemin ensemble. Cette première population, c'est le mutualisme et la coopération, et très franchement, quand on regarde les principes mutualistes et coopératifs, on se dit que c'est quand même un modèle qui est peut-être pas toujours aimé par le régulateur, mais qui est quand même relativement adapté à la crise. Le fait que les clients soient propriétaires, qui est le sociétaire comme acteur majeur du mouvement coopératif et mutuel, le fait démocratique que dans le mutualisme et la coopération, un homme égale une voix, le fait que le profit ne soit pas le seul objectif, et surtout le profit à court terme de l'organisation, le fait enfin que l'horizon soit l'horizon de long terme. Si vous trouvez un mode d'organisation qui est plus adapté à la période de crise que celui-là, je vous invite à prendre un verre pour fêter votre victoire. Mais objectivement, le mutualisme est un modèle qui est parfaitement adapté à la période que nous vivons. Et les jeunes, je dirais, c'est la même chose. C'est quand même le devenir de nos sociétés. Et c'est en même temps une population qui est fragile, qui n'a pas aujourd'hui la place qui devrait être la sienne dans la société. Et donc l'idée de rapprocher intellectuellement, physiquement et voire même contractuellement ces 2 populations, mutualisme et coopération d'un côté, jeunes de l'autre, nous a paru un sujet d'intérêt absolument majeur. Le déroulé de la journée, c'est très simple. Il y a 4 tables rondes. Les 2 premières seront animées par Éric Leboucher, à qui je vais céder la place maintenant, pour l'animation des débats. Les 2 premières, c'est d'abord un diagnostic, puis une réflexion sur les régulations. Manifestement, il y a un problème en termes de régulation et de réglementation. Et puis, les 2 tables rondes de cet après-midi seront plus tournées vers le rôle que les institutions mutualistes et coopératives peuvent jouer en matière de création d'emplois, et quelles sont les nouvelles formes d'emploi qui, on parle beaucoup d'Uber, il y a plein d'autres formes d'organisation du travail qui se mettent en place, qui paraissent créatrices d'emplois et qui ont des points communs avec la philosophie mutualiste et la philosophie coopérative. Voilà le déroulé de la journée. Ce qu'on voudrait, nous les organisateurs, c'est que vous sortiez avec des étoiles plein les yeux. Les étoiles sont représentées là-haut, il faut qu'elles viennent dans les yeux.
que le monde coopératif et mutualiste se dise « Merde, quand même, c'est vrai, il y a encore plein de choses à faire avec les jeunes », et que les jeunes se disent « Merde, quand même, il y a sûrement plein de choses à faire avec la coopération et le mutualisme, et notamment trouver un boulot ». Merci. Donc je vais avoir le plaisir d'animer les 2 premières tables rondes, mais avant ça, je voudrais donner la parole à Michel Cantu pour un propos introductif. Michel Cantu, vous le connaissez tous. C'est l'inverse d'un personnage dont nous parlons beaucoup en ce moment, que nous voyons beaucoup à la télévision. C'est l'inverse de Donald Trump. Michel, c'est l'intelligence supérieure, la clairvoyance et l'humilité, et c'est l'humanisme. Et donc, voilà, je suis content. J'espère que vous n'êtes pas un dinosaure, pour reprendre les descriptifs de Thierry Dérez. Vraiment, je l'espère. Expliquez-nous d'ailleurs pourquoi vous n'êtes pas un dinosaure, Michel. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, chers amis, j'arrivais relativement tranquille et d'un pied léger à vos assises, mais Éric Le Boucher, et ce n'est pas la première fois, me met dans une situation un peu compliquée. J'ai des sentiments assez précis en ce qui concerne M. Trump, mais je n'avais pas été jusqu'à me dire que je pouvais être sa symétrie vertueuse, je pense. Voilà. Alors, je sais qu'il se compare souvent à Dieu. Je n'ai pas encore l'habitude de me rapprocher du diable. Je devrais plutôt faire le chemin inverse à ce stade-ci de ma vie. Mais bref, je suis quand même un petit peu déstabilisé et vous comprendrez peut-être s'il y a de l'incohérence dans mes propos, d'où elle vient. Alors, on m'a demandé vous m'avez demandé, Monsieur le Président, de planter en quelque sorte le décor de ces assises, les 4e déjà, de la coopération et du mutualisme. Il s'agirait de vous rappeler le contexte de crise mondiale dans lequel nous nous trouvons, comme si je ne sais quelle météorite financière avait frappé notre planète en 2007-2008. Et donc, le contexte de profonde mutation dans lequel nous vivons et dans lequel les finances mondiales et la coopération et le mutualisme doivent vivre. Et pour ce qui est de la coopération et du mutualisme, je pense que ce contexte est celui, et j'essaierai de m'en expliquer, d'un nouveau printemps au service de l'économie, des entreprises coopératives et mutualistes d'abord, mais aussi de quelques causes essentielles comme l'emploi des jeunes qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Eh bien, je vous livre tout de suite ma conclusion. Donc, il n'y aura pas de suspense dans ce que je m'en vais vous dire. Je crois fortement à ce printemps, à ce renouveau du mutualisme, de la coopération. Non, et je vous dis ça non pas pour lancer vos travaux sur une note d'optimisme, mais parce que, et ceci a déjà été suggéré, vos valeurs, vos expériences, vos traditions font de vous une pièce essentielle de cette indispensable rénovation de la finance et de l'économie mondiale. Alors, vous n'êtes pas les seuls. Et je vais commencer en vous disant que la finance de type capitaliste, pour parler simplement, a encore de beaux jours devant elle. Mais je vous dirai aussi qu'elle traverse une sorte de crise métaphysique, de crise de déprime peut-être, que sais-je, alors que vous avez le vent en poupe. Et je terminerai par là et sur le bon usage qu'il vous reste à faire précisément de vos valeurs, de vos savoir-faire, de vos relations et de vos traditions. Alors oui, regardons un peu quel est le tableau de la finance mondiale.
3 traits. Le premier, c'est qu'en effet, la finance, disons la finance privée, capitaliste, domine l'univers financier et la communauté internationale n'a pas encore fini de remplir l'immense programme de régulation et de remise en ordre qui avait été entrepris en 2008 au plus fort de la crise. Un immense programme avait été défini par le G20, vous vous en souvenez. Il a été magnifique programme qui inversait les valeurs sur lesquelles le monde avait vécu pendant les 20 années précédentes. Madame Thatcher me disait « Vous n'avez pas le droit de réguler ou de proposer de réguler ». Ce jour-là, à Washington, je crois, en novembre 2008, le G20 a solennellement dit qu'il n'y aurait pas désormais de domaine de la finance qui ne soit ou surveillé ou régulé. Inversion formidable des perspectives. Nous n'en sommes pas encore là. Je n'ai pas beaucoup de temps devant vous pour vous détailler ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Il reste beaucoup à faire et je sais que vous partagez encore beaucoup de préoccupations en ce qui concerne les suites de Bâle III, de Solvency II, la nécessaire mise au point de nouveaux produits de long terme, le développement d'une épargne solidaire encore beaucoup trop embryonnaire. Je suis sidéré, il n'y a plus grand-chose qui me sidère, à part M. Trump, mais je suis sidéré que l'objectif actuel de ceux qui proposent et cherchent à promouvoir l'épargne solidaire ont pour un objectif d'atteindre 1% de l'épargne de nos compatriotes. C'est pas assez, on est très loin du compte. Eh bien, je crois que la réalisation de cet objectif est pour partie entre vos mains. De même, je pense au secteur de l'assurance, je pense qu'il y a un espace à occuper qui est celui de l'assurance vie solidaire. Mais enfin, vous êtes beaucoup plus au fait que moi de ce qui peut être dans ce domaine votre ambition légitime. Un autre aspect de la prédominance de la finance privée se trouve du côté du système monétaire international et de son aptitude à régir la liquidité mondiale. Et ce que j'observe ici me préoccupe beaucoup. Alors, je ne veux pas être pédant, mais parlant devant le professeur Pastré, je vous rappellerai seulement que jusqu'à il y a quelque temps, et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les liquidités mondiales étaient d'origine plus ou moins lointainement publique. Et en fait, c'était le déficit de la balance des paiements américaine qui fournissait les liquidités mondiales. Était-elle en déficit que des liquidités étaient créées? Tout le monde était content, y compris les Américains. Était-elle en surplus? Là, c'était moins bien, puisque ça restreignait la liquidité mondiale. Et on a vécu sur ce système-là fort longtemps, jusqu'au jour où, progressivement, les finances privées, les échanges d'épargne privée à travers le monde ont de beaucoup dépassé la contribution de la balance des paiements américaine à la création de liquidités. Et on est arrivé donc à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dépendant non pas tellement du bon vouloir des banques centrales, pour ce qui est de l'approvisionnement du monde en liquidités, mais des caprices des liquidités privées. Alors vous me direz que ces caprices sont souvent très liés à ce qui se passe du côté de la sphère publique. Néanmoins, l'approche du système monétaire international et de sa nécessaire discipline est complètement chamboulée. Nous ne sommes plus autant, monsieur le professeur, du dilemme de Triffin. Nous sommes à un moment
où une autorité mondiale devrait être mise en mesure de réguler ses liquidités. Nous en sommes loin et ceux qui gouvernent le monde ne sont pas pressés de mettre en place les structures nécessaires. Voilà très brièvement, parce que je sais que je n'ai qu'un quart d'heure, voilà pour le côté bancaire et monétaire des choses. Il y a un côté financier des choses qui est d'une importance capitale et dont on ne nous parle pas du tout, c'est que l'équation financière majeure des 15 prochaines années n'est pas bouclée. Quelle est-elle? D'un côté, les besoins reconnus, à savoir l'addition de ce qui est nécessaire pour le financement des objectifs de développement durable arrêtés à New York en septembre dernier, auxquels il faut ajouter les financements nécessaires pour remplir les objectifs de la COP 21 et si possible aller un peu plus loin parce qu'ils sont insuffisants. Eh bien, voilà pour les besoins. Si vous mettez en face les moyens traditionnels de financement, de bouclage de cette équation, ils sont totalement insuffisants. Jusqu'à il y a peu de temps, ces besoins s'évaluaient en centaines de milliards de dollars annuels. C'est beaucoup. Et on ne les a pratiquement jamais atteints. Mais désormais, il s'agit de plusieurs trillions de dollars annuels. Vous allez me dire, c'est imbouclable, apparemment, si l'on reste aux méthodes traditionnelles de bouclage de cette équation. Mais on peut faire autrement, car les ressources nécessaires à ce bouclage existent, mais elles sont privées, elles sont entre les mains des gestionnaires privés, d'actifs privés, qui s'élèvent en ce moment, Éric Le Boucher le sait mieux que moi, autour de 70 trillions de dollars, et on va vers la centaine de trillions de dollars. Donc les ressources sont là, mais la question est de savoir comment les faire rentrer, comment catalyser, comment intermédier cela en changeant les méthodes d'intervention publique pour... il y a un météorite quelque part, pour faire en sorte qu'on trouve les moyens de boucler l'équation. Mais une fois de plus, vous le voyez, il s'agira là aussi de financer une épargne privée qui aujourd'hui est financée à très court terme dans des actifs spéculatifs dont personne n'est satisfait, y compris les gestionnaires même de cette épargne. Alors voilà donc, pour ce qui est de la finance privée, elle reste... d'une certaine manière encore assez souveraine, et pourtant, c'est le singulier paradoxe que j'évoquais en commençant, elle traverse une sorte de mauvaise passe, elle est à la recherche d'un réenchantement. Je vous dis ça, pourquoi? Parce que je ne compte plus les occasions où l'on me demande de traiter de ce sujet. Est-ce qu'un réenchantement de la finance est possible? Point d'interrogation. Autrement, ou le réenchantement de la finance? Point. Eh bien, d'où vient ce besoin? Eh bien, tout simplement du fait que la finance traditionnelle, c'est que ce dont rêvent certains de ses membres, c'est-à-dire le retour au bon vieux business as usual d'autrefois, n'est plus possible. Alors évidemment, mon incroyable symétrique, M. Trump, les fait rêver. Peut-être lui pourrait rendre possible ce retour au business as usual. Le mot business, de toute manière, est dans ses gènes, qui ne sont pas les vôtres. Et elle sait que ça ne sera pas possible, et pourtant elle accepte à jouer ce rôle que de plus en plus nos sociétés attendent de la finance, qu'elle renonce aux prérogatives, on pourrait dire aux privilèges impériaux
qu'elle s'était attribuée jusqu'ici à la suite de la révolution reagano-thatchérienne et qu'elle adopte le seul rôle légitime qui lui revient de servante de l'économie. Vous avez de votre côté beaucoup moins de raisons d'hésiter à tirer les leçons de la crise, car cette vocation primordiale de service de l'économie est dans vos gènes. Et c'est ici, mes chers amis, que, sans prétendre évidemment que vous puissiez un jour remplacer la finance de type capitaliste, la coopération et le mutualisme ont un rôle essentiel à jouer, plus important, j'en suis certain, que par le passé. Je le dis pour deux raisons fortes, entre beaucoup d'autres. La première est que l'âge n'est plus de la vulgate thatchérienne où l'éthique n'avait plus sa place dans le monde de la finance. Mais c'est celui où les valeurs que vous portez, votre humanisme, votre créativité sociale, votre sens de la solidarité et du long terme, votre attention à l'investissement socialement responsable, votre attention à l'intérêt général sont les valeurs que notre société et sa jeunesse en particulier appellent de plus en plus. Et la seconde raison est que toutes les formes d'entreprise coopératives et mutualisme, y compris les plus nouvelles, qui tout naturellement vous rejoignent, et il faudrait que je cite ici tant d'entreprises et de ménages, tant de jeunes créateurs qui ont tellement de mal à trouver sur le marché une réponse à des demandes justifiées. Je pense que toutes ces activités-là font partie d'un nouvel âge dans lequel votre développement ne peut que se faire et se faire vigoureusement, fondé sur des valeurs, sur vos valeurs et non pas sur je ne sais quel mimétisme d'un capitalisme qui est devenu périmé. Je crois donc à ce développement et je souhaite que ce développement qui est vivace et que l'on perçoit bien dans ce pays et dans quelques autres pays d'Europe dépasse les frontières de l'Hexagone et de l'Europe. Tunis a été très heureusement mentionné, mais je pense aussi à votre travail de soutien au mutualisme en Afrique. Il y a peu de tâches qui soient aussi importantes dans la perspective du monde qui vient. Voilà. Alors, il vous reste quelque chose de plus à faire. C'est à vous faire connaître, à vous faire mieux connaître, vous et les initiatives que vous ne cessez de prendre. Ces assises vont vous permettre non seulement des échanges entre vous, mais aussi, j'espère, une meilleure prise de conscience par l'opinion publique de ce que vous faites, de ce que vous pouvez lui apporter. Laissez-moi vous dire que j'y crois et que je vous souhaite bon vent. Merci.